Didier Banza, bonjour. Bonjour. Alors, de retour sur Paris après un séjour encore en Afrique, où vous avez été invité sur plusieurs plateaux, vous avez été exprimé encore brillamment. En vous écoutant plus, vous vous adressez à la jeunesse africaine. Est-ce que dans ces combats qui est vôtre aussi, pour l'amener, il faut absolument faire partir de cette tranche, une tranche bien définie de la jeunesse africaine où toute la population africaine peut être impliquée dans ces démarches du combat panafricain? On a toujours dit souvent que la jeunesse est l'avenir de demain, mais cette jeunesse ne peut être l'avenir d'un pays que si elle est formée. Et il s'est fait que dans le cas particulier de notre mère patrie l'Afrique, on sent que la jeunesse est dépossédée de tout. Cette jeunesse est privée de tout. Cette jeunesse est malmenée, elle est abandonnée. Donc il est important et je pense qu'il serait plus essentiel de focaliser notre force sur cette jeunesse. Mais qu'est-ce que j'appelle la jeunesse africaine? J'appelle cet esprit dynamique et brillant. C'est ça que je qualifie de la jeunesse. Si vous voulez parler en tranche d'âge, je dirais c'est de 15 à 75 ans. C'est cette portion que je considère comme la jeunesse africaine et panafricaine. Donc la jeunesse africaine que vous évoquez souvent, c'est plus un état d'esprit qu'un état physique. Tout à fait. Donc c'est cet esprit dynamique et brillant que nous voulons et un avenir radieux et meilleur pour ceux de 15 ans à 75 ans. Parce que vous n'êtes sans ignorer qu'il y a même de jeunes aujourd'hui ou des personnes à l'âge de 60 ans, 50 ans, 70 ans qui sont en train d'immigrer de l'Afrique en Europe, qui sont en train d'abandonner et qui pouvaient être aussi le vecteur de transmission de certaines valeurs et de certaines, je dirais, histoires vis-à-vis des générations futures sont en train aussi d'immigrer. Donc, c'est toute cette tranche ou cette catégorie de personnes que nous appelons jeunes et la jeunesse africaine désœuvrée aujourd'hui, abandonnée à elle-même. Et il faut, si j'ose dire, qu'on doit se baser dessus et porter toute notre attention, notre force, notre énergie sur eux pour que demain l'Afrique puisse décoller de nouveau. Alors, le MUDC, le mouvement dont vous êtes les porte-parole, est un mouvement assez particulier. Est-ce que ce message a été bien saisi de cette jeunesse? Je dirais, je suis en train de faire le travail. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en train de s'aimer. Après, viendra un moment donné où il faudra récolter et savoir si la récolte a été bonne ou mauvaise. Donc, à notre entendement, je pense que la situation dans laquelle croupisse misérablement le peuple africain, il n'est, je dirais, il n'est qu'à espérer que ce message a été entendu et compris. Et j'imagine, et j'ai la ferme conviction que ces jeunes ont compris parce que l'engouement de la jeunesse africaine autour de nos idées et autour de nos prestations, même de ceux que nous avions apportés comme le manifeste, c'est qu'il fallait distribuer à chacun et à chacune des jeunes africains. Je pense que c'est une lueur d'espoir. On voit que l'Afrique est en train de vibrer. On voit que la jeunesse africaine s'est appropriée la lutte pour la souveraineté de notre mère patrie, l'Afrique, et la libération totale de cette Afrique qui est aujourd'hui morcelée et brisée d'ici et là, mais aussi abandonnée à elle-même et, je dirais, finalement poussée au fond du gouffre économique par certaines forces internes ou externes. Alors, dans vos interventions en Afrique, vous avez souvent parlé de l'Afrique comme d'un pays. Alors, ayant sillonné quelques enclos issus de la conférence de Berlin, quel lien pourrez-vous aujourd'hui tirer entre les populations dans différents pays que vous avez parcourus? Je dirais qu'il y a une vision aujourd'hui partagée par le peuple africain de partout, surtout le peuple africain qui se trouve dans des frontières des pays hérités de la colonisation, qui d'ailleurs ne respectent aucune exigence, je dirais, sécuritaire, administrative, même politique des différents États, mais qui sillonnent tranquillement sans pour autant tenir compte de toutes ces frontières héritées de la colonisation. Donc il y a si j'ose dire, une envie réelle de jeunes Africains aujourd'hui de vivre ensemble parce que tout le monde a fini par comprendre que sans cette unité, sans cette unification de peuple, l'Afrique n'a pas d'avenir. Donc il est évident et il est important pour tout un chacun d'entre nous de comprendre aujourd'hui l'avenir de l'Afrique qui s'inscrit dans ces cadres-là de cette unification de nos populations et de notre peuple, mais aussi de l'unité par excellence de notre mère patrie l'Afrique. Raison pour laquelle nous tapons dessus parce que nous savons c'est l'avenir de l'Afrique. Et l'avenir, il peut paraître incertain, mais c'est notre avenir. Et nous serons obligés de marcher dans ce sens-là pour la libération véritable de notre mère patrie l'Afrique. Alors, avez-vous fait le constat que l'Afrique et que la jeunesse africaine, de manière générale, a une attente ou un regard face à la Chine et à la Russie comme d'un nouveau messie ou un sauveur qui doit venir La loi naturelle veut que quand chez toi ça ne marche pas, naturellement,
tu as tendance à regarder ailleurs. La situation de l'Afrique fait que l'Afrique étant convoitée par plusieurs puissances, par plusieurs forces, par plusieurs États, par plusieurs ensembles politiques et économiques, il est évident que l'arrivée de la Chine, de la Russie ou autre, du Brésil, est regardée de près, de la Turquie, par des jeunes Africains. Mais tous les jeunes Africains le savent consciemment et pertinemment que ce n'est pas de là que viendra le salut de l'Afrique. Et il est du devoir du jeune Africain lui-même de répondre dans la destinée de l'Afrique entre ses mains. Raison pour laquelle, dans le message que nous portons, les jeunes Africains, soucieux aujourd'hui de pouvoir jouer un rôle déterminant dans la libération de notre mère patrie, l'Afrique, ont compris qu'ils étaient, eux, les acteurs principaux de cette lutte et de cette libération. Mais que faites-vous de cet aspect de choses où, dans un combat, eh ben, il faut quand même avoir des alliés, des amis qui vous soutiennent aussi dans votre terre? Oui, évidemment, nous n'excluons pas des amis. Et si vous voulez, j'irai au fond de votre pensée, des alliances pour pouvoir mener ces combats à terme à la libération. Tout à fait. Mais nous ne nous inscrivons pas dans une logique qui sous-entend qu'au-delà des autres membres permanents du Conseil de sécurité, il y a d'autres qui peuvent jouer en notre faveur. La profondeur de votre pensée voudrait savoir si la Russie ne peut pas être l'allié ou la Chine pour la libération de l'Afrique. Je vous rappelle qu'au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a été membre du Conseil permanent, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque Patrice Lumumba a été assassiné, lorsque Thomas Sankara a été assassiné, lorsque la Côte d'Ivoire a été déstabilisée, lorsque le Congo a été dépiécé et déstabilisé depuis le 10 juillet 1960, la Russie était toujours membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ce qu'on demande aux membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, c'est de ne pas aider, plaider, parler pour l'Afrique, c'est de ne pas combattre les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou la France, mais c'est d'être défenseur de la justice et de l'équité sur l'échiquier international et mondial. Alors que la Russie, la Chine, les deux, n'ont été nullement capables de jouer ce rôle, de faire régner l'équité, la justice et la stabilité. Alors, comment pouvez-vous comprendre ou espérer que ces puissances peuvent aujourd'hui être des alliés véritables pour permettre à l'Afrique d'aller de l'avant? Rappelez-vous encore, lorsque l'URSS combattait les États-Unis d'Amérique pendant la guerre froide, Ernesto Che Guevara a voulu rappeler à l'URSS que vous devez être différent sur des bases politiques par rapport au capitalisme américain. Les discours ô combien brillants qu'il a fait à Alger a ouvert la porte, a précipité la mort, d'abord ouvert la porte pour Che Guevara de quitter le gouvernement cubain et de deux, précipiter sa mort. Donc cette expérience historique doit nous permettre de comprendre que la libération de notre mère patrie, l'Afrique, doit s'inscrire loin des intérêts stratégiques des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Au moment où je suis en train de parler, il y a 9 partenariats stratégiques qui ont été établis ou mis en place avec l'Afrique. Partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et les États-Unis, l'Afrique et la Turquie, l'Afrique et l'Inde, l'Afrique et la Chine, l'Afrique et la Russie, l'Afrique et le Brésil, l'Afrique et le 9e et dernier partenariat, c'est l'Afrique et l'Israël. Le 9e partenariat et dernier qui est en train, beaucoup de dirigeants africains sont en train de bouder, de refuser. Il y a l'Afrique et l'Union du Maghreb arabe, l'Afrique maintenant et Israël. 9 partenariats stratégiques. Et dans ce 9 partenariats stratégiques, je vous dis, l'Afrique est toujours traitée comme un enfant et comme un élément subordonné. Il n'y a nullement des échanges. Dites-moi. Il y en a qui appellent ça la géopolitique. Est-ce que vous ignorez ça? Cette géopolitique, elle est définie par rapport aux intérêts stratégiques de ces nations et non pas par rapport à nos intérêts, ni même au nom de nos libertés et droits fondamentaux. Parce que c'est ce que j'allais dire. Dites-moi, les partenariats stratégiques entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique nous ont rapporté quoi pendant toutes ces décennies? Les partenariats stratégiques entre l'Afrique, si j'ose dire, et le monde arabe, l'Union du Maghreb arabe, nous a rapporté quoi jusqu'aujourd'hui? Vous pensez que le partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique nous rapportera quelque chose? Ou entre la Turquie et l'Afrique? Ou entre Israël et l'Afrique? Tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qui permettent à ces nations-là d'avoir une voix prépondérante sur l'échiquier de la politique internationale, une voix prépondérante lorsqu'il s'agit de régler les conflits et les questions du monde. Donc c'est pour leurs intérêts, ils tirent la couverture de leur côté. L'Afrique n'en est bénéficiaire en rien du tout. Donc la raison pour laquelle nous engageons ces combats de libération, loin des intérêts stratégiques de toutes ces nations et de toutes ces puissances. Parce que ces partenariats stratégiques, à mon humble avis, sont des mécanismes encore de subordination et de pillage systématique de nos richesses. Lors de vos interventions sur la terre-mère, vous avez fait comprendre que l'Afrique n'aurait plus besoin des intellectuels mais des érudits.
Est-ce que vous pensez que dans l'avenir de l'Afrique demain, on n'aura pas besoin des intellectuels, seulement des érudits? C'est une façon de dire aux intellectuels de faire un effort considérable. Depuis que l'école occidentale est arrivée en Afrique, nous avions publié et produit un nombre impressionnant et incalculable de ce que vous appelez intellectuels. Mon cher ami, les résultats sur le plan politique. Donnez-moi un résultat. Les résultats sur le plan économique, les résultats sur le plan scientifique, les résultats sur le plan sécuritaire. Alors, je leur demande au moins de monter d'un cran, de devenir des érudits, parce que c'est ça qu'il faut. Parce que être érudit, c'est quoi? C'est la confusion qu'ils ont eue, eux, quand on les appelle intellectuels, ils pensent qu'ils sont des gens intelligents. Or, qu'ils sont subordonnés et programmés par rapport à des mécanismes. On t'appelle intellectuel parce que tu es sorti d'un mécanisme et d'un couloir tracé. Alors, être érudit, c'est de poser des questions sur ton environnement, sur ta société et trouver des solutions, sans pour autant être subordonné à un mécanisme qui, aujourd'hui, t'oblige de répondre selon les exigences et les normes établies par certains. Donc, toute situation qui nous est arrivée, depuis les âges anciens, dans tous les temps de l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des gens qui ont réfléchi, qui ont trouvé des solutions, qui ont inventé, qui ont changé la donne, qui ont fait avancer des sociétés. Et ces gens-là ont eu toujours la connotation des érudits, c'est-à-dire des gens qui, l'homme, dans son environnement, est toujours capable à chaque fois de renouveler, de remodeler, de se poser des bonnes questions et d'aller de l'avant. Mais nous avons l'impression que cette étiquette d'intellectuel a donné une carte blanche à certaines personnes d'avoir le droit stricto sensu de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Et depuis belle lurette, ils ont échoué. Donc, nous leur demandons de monter d'un cran. C'est pourquoi nous parlons des érudits, des gens qui maîtrisent mieux ce qui se passe, leur environnement, qui maîtrisent mieux leur domaine et qui sont capables de trouver des solutions. Donc, ce n'est pas un message comme certains auraient pu croire de séparer ou de scinder la population. Il n'y a rien là à mettre à une division. On divise qui contre qui. Nous sommes en train simplement d'empêcher de gens qui ont pris le dessus, l'hégémonie académique. Je suis en train de combattre l'hégémonie académique de tous ces gens. Quel est le résultat? Quand vous allez dans une course de natation, quelle que soit la médaille que vous remportez, il y a un résultat. Quel est le résultat? Donc les résultats, c'est la subordination, c'est l'aliénation. Alors il faut couper ces cordons ombilicaux de l'hégémonie académique de l'Occident qui a octroyé à certaines personnes un droit divin, un droit sacro-saint, que c'est eux qui doivent parler au nom de l'Afrique. Et ils ont échoué. Ils ont échoué depuis 1800 et jusqu'à ce jour, je dirais même depuis 1960. Depuis 1990, où on parle de la démocratisation de l'Afrique, ils ont échoué. Alors, nous allons parler aussi un peu de l'actualité, mais un petit dernier point par rapport à votre voyage. Vous avez été présenté le manifeste et vous l'avez présenté comme une boussole. Alors, tout le monde le sait bien qu'une boussole, c'est pour diriger les gens qui sont en train de voyager par rapport à un point A à un point B. Alors, en quoi est-ce que ce manifeste serait considéré comme une boussole qui guidera le peuple africain où? Vers quelle direction? Vers la direction de la libération, parce que l'Afrique a pris sa marche vers la libération et cette marche a été estompée, court-circuitée à plusieurs temps et espaces de notre histoire. Vous vous rappelez que lorsque nous avions par exemple mis l'organisation de l'unité africaine en place pour mettre un coup d'arrêt au colonialisme, après ils ont trouvé un moyen pernicieux de revenir avec le néocolonialisme. Rappelez-vous lorsqu'on a entamé des luttes de libération pour mettre fin à l'esclavage, aux razzias négrières. Donc à chaque fois nous avons entamé une lutte, une marche, je dirais, vers la libération. Et cette marche doit être guidée par des principes, par des valeurs, par des normes, par des nécessités, par des priorités. Et il s'est fait que cette boussole nous dirige et nous conduit vers ce chemin qui nous mène vers la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique. C'est une boussole qui aujourd'hui nous permet de voir par quel chemin et par où. Et enfin, c'est une boussole qui mène l'Afrique vers un nouvel ère. Nous allons basculer notre mère patrie, l'Afrique, vers un ère nouveau. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui nous guide vers cette ère nouvelle. L'actualité, puisque nous sommes en France, on va commencer par la France, ça a beaucoup fait parler et ça a créé beaucoup de sentiments négatifs ou positifs dans des personnes lorsque la justice française s'attaque à Nicolas Sarkozy par rapport, je précise, par rapport au financement de sa campagne. Quelle est votre impression en tant qu'un des leaders panafricains? Ça démontre l'état d'esprit dans lequel se trouve la jeunesse africaine et le peuple africain. Encore lamentable. Et je pense que nous avons encore un grand travail à abattre pour comprendre cela. On parle que Nicolas Sarkozy serait, si j'ose dire, avait bénéficié des financements en provenance de la Libye. Mes chers amis, la première question à poser: quel est le mécanisme qui a été construit et mis en place pour permettre à Nicolas Sarkozy d'être financé? C'est le général de Gaulle
qui, à la veille des indépendances africaines, le général de Gaulle disait, cette histoire est sortie dans l'affaire Elf. Madame Eva Joly avait bien étayé ces propos du général de Gaulle qui disait, nous devons maintenir les États nègres dans cette situation de continuer à financer les politiques et la politique française. Donc si Muammar Kadhafi a donné de l'argent à Nicolas Sarkozy, donc j'ai conclu aujourd'hui que Muammar Kadhafi entretenait des liens de vassalité, voilà, entretenait des liens de vassalité avec la France et le général de Gaulle. Laurent Gbagbo a écrit dans son livre Noir sur blanc qu'il n'est pas fier de cette période, mais qu'il a financé Jacques Chirac. Il a financé la campagne de Jacques Chirac. Alors la question que je me pose, quel est le Parlement qui a permis à Laurent Gbagbo de sortir cet argent-là pour financer Jacques Chirac? Quel est le Parlement qui a permis, et les Africains s'en vantent, ils trouvent ça normal, quel est le Parlement qui a permis à, à Muammar Kadhafi de sortir l'argent du peuple libyen et de donner ça à Nicolas Sarkozy? Quel est ce Parlement? Et son fils, le fils au regretté Kadhafi, dit clairement que Sarkozy doit rendre l'argent du peuple libyen. Muammar Kadhafi a consulté qui pour prendre l'argent du peuple libyen? Est-ce que c'est son argent? Première des choses. Deuxième des choses, première des choses, je disais, c'est ces liens de vassalité. Donc, tous les dirigeants africains qui ont financé, je dis bien, et les politiques, et la politique française entretiennent des liens de vassalité établis par le général de Gaulle. Donc, il va y pérorer d'ici et là pour parler des libérations de l'Afrique. Ce sont des gens qui sont là au service de la France. Et de deux, je disais, d'où vient cet argent-là? De trois, quel est le Parlement qui a vérifié et qui a voté à ce que ces budgets-là, ils ont intégré ça dans un budget pour donner à Nicolas Sarkozy et aux autres partis politiques parce que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de recevoir l'argent pour financer leur campagne politique. C'est ça le problème. Le nœud du problème se trouve là. Comment, jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique entretient toujours ces liens de vassalité où les dirigeants africains continuent à financer la politique française. C'est ça qui m'écoeure. Et c'est là qui doit être les questionnements de la jeunesse africaine. Bon, passons maintenant à l'étape suivante. On parle de Nicolas Sarkozy sur ces points-là. Vous imaginez qu'un lien qui a été établi par le général de Gaulle, un président français peut être suivi pour ces mécanismes-là? Non, si Nicolas Sarkozy est poursuivi pour deux raisons. Ça vient maintenant, pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy était prêt d'annoncer sa candidature. C'est la raison pour laquelle ce déchaînement a commencé. Deuxième raison, Muammar Kadhafi était partenaire associé et avait des actions à la Juventus de Turin, à GDF, Gaz de France, Alstom, à beaucoup d'entreprises militaires, italiennes, et françaises et américaines. Lorsque Muammar Kadhafi meurt, est assassiné, les droits de l'héritage est parti chez qui? D'où sont parties ces actions? Qui a hérité de tout ça? Nicolas Sarkozy était bel et bien président en fonction. Et c'est lui, avec ses amis britanniques et américains, qui ont mené ces combats. Donc justement, la France veut savoir où est parti le reste de l'argent. Parce que je vous rappelle qu'il y a des cités ici, cité d'Arcueil-Cachan. La cité d'Arcueil-Cachan a été construite avec l'argent du peuple zaïrois, notamment pillé par Mobutu Sese Seko et placé dans des banques françaises. Cet argent, lorsque certains dirigeants africains, certains dirigeants français, certaines personnalités françaises ont été poursuivis, ils ont dit carrément, c'est passé sur TF1 et France 2, ils ont dit carrément cet argent ne vous appartient pas, appartient au peuple zaïrois. Alors la France veut récupérer cette partie. Il y a aujourd'hui un cas de celui que vous appelez Théodoro Obiangema, le fils Obiang, dont les avoirs ont été gelés par la justice française. Le lendemain, ces avoirs-là iront où? Parce que la France va mettre son immeuble en vente et l'argent ira dans les caisses de la France, au trésor français. Donc c'est ce que veut la France. Où est parti cet héritage-là? Qui a hérité des biens de trucs? Après, le reste, c'est là, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la poudre aux yeux, toutes ces choses-là qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que la jeunesse africaine doit se poser des questions de savoir comment les dirigeants africains arrivent jusqu'à preuve du contraire à financer. Donc c'est un mécanisme de vassalité mis en place par le général de Gaulle. Et là, c'est ça qui doit nous concerner et prévaloir surtout dans toutes nos analyses et dans toutes nos actions. Donc ces liens de vassalité qu'entretenaient Kadhafi et les autres, si aujourd'hui les gens avec qui entretenaient ces liens de vassalité lui tournent le dos, qu'est-ce qu'on a à faire de tout ça? C'est vrai que ça, c'est la grande question et une des questions aussi que la jeunesse africaine ou les Africains d'une manière générale devaient peut-être se poser. Aujourd'hui, la justice française poursuit Nicolas Sarkozy officiellement pour des faits de financement de sa campagne, mais sans oublier quand même l'assassinat de cet homme qui était Mohamed Kadhafi et la destruction de ce pays, car cela a généré aussi beaucoup de décès, beaucoup de morts, de familles qui sont décimées aujourd'hui. D'abord, je m'aimerais dire une chose. Je condamne fermement l'assassinat de cet homme, Muammar Kadhafi, parce que nullement nous ne pouvons tolérer qu'un citoyen, un homme ne soit assassiné de cette manière. Et de deux, la déstabilisation de la Libye, c'est une ingérence intempestive
des armées occidentales depuis belle lurette dans les affaires africaines. Donc Muammar Kadhafi a été simplement une victime encore sur la longue liste des dirigeants africains ou des personnalités qui ont été... Mais ces chaos entretenus par les armées occidentales. Les États-Unis l'ont fait à maintes fois au Moyen-Orient, au Proche-Orient. La France l'a fait à maintes fois en Afrique. Plus d'assassinats, plus de déstabilisation, c'est ce que nous condamnons fermement. Mais le flux ou le lot des malheurs qui rapporte ça, c'est ce qu'ils ont voulu nettement. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Il fallait déstabiliser l'Irak pour avoir accès aux ressources sans contrainte, sans négociation, sans achat, sans discussion. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait déstabiliser la République démocratique du Congo, créer une situation de non-État pour permettre à ces pays d'avoir accès à toutes les richesses et à toutes les ressources. Il fallait déstabiliser la Côte d'Ivoire pour créer un système de non-État ou un État vassal, d'où l'on pouvait avoir accès à toutes les richesses, à tous les mécanismes, à toutes les potentialités. Il fallait déstabiliser le Mali actuellement pour pouvoir permettre à toutes les nations membres du Conseil des sécurités, membres permanents du Conseil des sécurités et puissances nucléaires, d'avoir accès au territoire malien pour pouvoir déverser leurs déchets nucléaires, mais pour aussi avoir accès à la ressource hydraulique et aurifère qu'il y a sous la terre du Mali. Donc, ces mécanismes-là sont connus de tous. Il faut déclencher la guerre pour gagner de l'argent. Ça ramène de l'argent, ça ramène de contrats. Rappelez-vous comment les Français se sont battus avec les Américains en ce qui concernait l'Irak pour les contrats juteux des entreprises. L'ONU d'ailleurs, l'ONU elle-même, elle est dans cette mafia-là. C'est l'ONU qui a entretenu le mécanisme nourriture, pétrole, où les Américains faisaient pétrole, dollar et nourriture, pétrole. Ce sont des mécanismes qu'ils ont mis en place, eux, justement pour assurer la survie de leurs États et continuer les pillages systématiques de ces nations. Donc, le flux ou le lot de tous ces malheurs après la déstabilisation et l'assassinat de Muammar Kadhafi, c'est la situation que connaît tout le pays et tout le peuple lorsque ces vautours économiques veulent avoir accès à vos ressources et à vos richesses. Quitte à nos États, c'est la raison pour laquelle nous menons ces combats, pour accéder à la souveraineté totale, véritable. Et la souveraineté totale et véritable commence d'ailleurs, ce qui concerne le cas de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y aura jamais d'autodétermination politique, ni d'autodétermination économique, ni d'autodétermination administrative, sans passer par la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que le premier assassinat politique d'où l'on a privé au peuple africain l'autodétermination politique commence à République démocratique du Congo, où l'élu du peuple Patrice Lumumba a été assassiné. Je vous rappelle que l'autodétermination économique de l'Afrique a été bousillée avec la mise en place et la création en 1950 du syndicat pour la défense des intérêts du Congo, créé par la famille Rockefeller, qui a fait que la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire économiquement, est un bien des familles. Et rappelez-vous encore de la possession de la République démocratique du Congo par le roi des Belges et de toute sa famille royale, et par la Belgique ensuite. C'est-à-dire que l'autodétermination économique de l'Afrique a commencé avec la République démocratique du Congo. En 1908, la Belgique a créé l'État indépendant du Congo, créé un État dans une terre qui ne vous appartient pas, un pays dont la Belgique était dirigée par procuration. Vous voyez là, le plus grand crime étatique et politique commis sur cette terre. La République démocratique du Congo, en 1908, était appelée État indépendant du Congo, sans le peuple congolais. Ça démontre cette manque d'autodétermination politique. Et en vient encore l'autodétermination administrative. Je vous rappelle que le 10 juillet 1960, 10 jours après l'indépendance du Congo, a été opéré le coup d'État administratif qui, jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, l'administration de la République démocratique du Congo est aux mains de l'ONU. Parce que les recensements, si vous demandez aux Congolais, ils sont combien? Ils vous diront qu'ils sont 80 millions, selon les chiffres de qui? De l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a pas fort longtemps, cette même ONU disait que les Congolais étaient 57 millions. Il y a eu 8 millions de morts. Par magie, 57 moins 8 millions donnent plus 80 millions de morts. Donc on voit les décès, les certificats des décès, des naissances et tout ça, les recensements administratifs. Donc c'est l'ONU qui les tient en République démocratique du Congo. Et maintenant, cette réalité a été, si vous voulez, transférée ou répandue dans tout l'ensemble des pays africains. Donc, ce qui fait que l'autodétermination politique, économique et administrative de l'Afrique commencera en République démocratique du Congo. Et c'est notre approche, c'est notre combat, parce que nous avions fait du Mali et de Bamako la capitale de la résistance contre la pénétration, je dirais, des armées occidentales de l'Afrique. Nous allons faire de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, comme Yamoussoukro, capitale pour la pacification de l'Afrique. Nous allons faire du Sénégal la capitale culturelle et économique de notre mère patrie l'Afrique. Et nous ferons de la République démocratique du Congo et de Kinshasa la capitale panafricaine pour l'autodétermination politique, administrative et économique de notre mère patrie l'Afrique. Nous serons pour suivre tout ça. Alors, l'actualité en Occident, c'est aussi la réélection de Poutine. Alors, on peut voir dans cela un messie pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a un modèle aussi à suivre? Et aussi, si vous pouvez dire un mot en tant que
analyste géopolitique par rapport à l'affaire qui oppose la Russie et les autres pays. Ce que nous avons voulu de la Russie, c'est d'être un partenaire sur l'échiquier international et mondial qui lutte pour les valeurs de la justice et de l'équité. La Russie a échoué. Parce que je vous disais ici, nullement ces pays n'a été capable sur le plan des décisions au sein du Conseil de sécurité de peser fort pour faire la balance en ce qui concernait des décisions. D'ailleurs, quelle était la réponse de la Russie? Elle-même faisait la même chose. Elle était en Tchétchénie en train de massacrer, de déstabiliser. Avec l'URSS, on sait ce qui s'est passé, l'écrasement de tous ces pays. Et quand les Américains parlaient, ils disaient « et vous là-bas, et vous au Congo, et vous ceci ». Donc chacun s'est renvoyé la balle pour faire. Et jusqu'aujourd'hui, la Russie ne combat pas pour l'équité et la justice. La Russie combat pour ses intérêts nationaux, pour sa domination, parce que jusqu'à preuve du contraire, elle reste une puissance dominatrice. Elle reste une puissance hégémonique. Et moi, je m'inscrirai en faux. Il y aura de l'autre côté des milliards d'Africains, des milliards versés par la Russie, des médias du monde et tout ce qu'il faudra pour permettre à la Russie de prendre l'hégémonie en Afrique. Il n'y aura même pas un seul mètre carré. Je dis bien, je parle maintenant avec la puissance spirituelle héritée depuis nos aïeux et nos ascendants. Il n'y aura même pas un seul mètre carré pour la Russie en Afrique. Nous sommes en train de mener un combat pour la souveraineté de l'Afrique. La souveraineté de l'Afrique ne voudrait pas dire chasser les États-Unis d'Amérique, chasser la France, chasser la Grande-Bretagne pour aller sous la Chine ou sous la Russie. Nous sommes en train de mener un combat à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de chasser d'abord toutes ces puissances-là occidentales et impérialistes qui nous ont aujourd'hui dominés. Et le deuxième niveau, c'est de faire aujourd'hui briser cette légende ténace qui fait croire que l'Afrique ou l'homme noir ne peut rien sans l'aide de qui que ce soit. Donc nous ferons la libération de l'Afrique sans l'Iran, sans la Russie et sans la Chine. Par ailleurs, je salue l'élection de Vladimir Poutine à la tête de son pays, bien qu'en averti, je sais que c'est une élection muselée, mais je salue sa réélection comme c'est là d'habitude. Aucune démocratie, aucune nation, aucune élection, aucune organisation humaine n'est parfaite. Et je souhaite vivement plein succès au président Poutine pour le redressement de son pays et le rétablissement des équilibres géopolitiques sur notre monde actuel. Mais quant à nous, nous continuons notre ligne ni derrière A, ni derrière B. C'est l'Afrique qui ira et la jeunesse africaine comme artisan véritable de sa libération et de l'exercice de sa souveraineté véritable. Alors, en Afrique, l'actualité, le sommet de Kigali qui a décidé de créer une zone d'échange commercial africaine. Qu'en pensez-vous? La création de la zone de libre-échange est un processus à 5 niveaux qui aboutira à l'intégration africaine. Donc, nous saluons la démarche et l'idée. Ce n'est pas encore ça, mais c'est une première étape. Ensuite, viendra tout ce qui s'ensuit jusqu'à arriver au 5e et dernier niveau, 5e échelon, c'est-à-dire l'intégration économique de toute l'Afrique. Bon, nous voyons déjà des réticences d'ici et là avec différents pays, mais je pense qu'à chaque fois que l'Afrique arrive à harmoniser ses points de vue, à harmoniser ses atouts, à harmoniser ses discussions, à harmoniser même ses outils sur le plan économique, sur le plan de la finance, sur le plan je dirais, culturel, sécuritaire, militaire, diplomatique et administratif, c'est toujours des initiatives à saluer. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'inscrit de cette manière. Alors, le président Ouattara a fait entendre comme qu'il y aurait une monnaie commune pour la zone africaine de manière générale. Est-ce une avancée par rapport à votre combat qui demande l'arrêt ou la pollution pure et simple du franc CFA? C'est de la poudre aux yeux. Lorsque nous nous sommes engagés, nous, dans ce combat de la libération pour permettre à notre mère patrie, l'Afrique, d'accéder à sa souveraineté monétaire, nous l'avions dit et nous ne cessons de le dire, que ce sont les mécanismes mis en place, notamment par les institutions de Bretton Woods. Nous avons le FMI, la Banque mondiale, et arrivent aussi les instruments économiques mis en place par l'Union européenne. Par exemple, les STABEX, le mécanisme qui permet de financer les pays Afrique et Caraïbes. Ce sont ces mécanismes-là qui sont des mécanismes de subordination. Ce sont ces mécanismes-là qui ont donné naissance, par exemple, au processus ou à l'instrument qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Ce sont ces mécanismes-là de subordination de l'aliénation qui fait que nous restons sur des bases, je dirais, coloniaux et qui permettent aux entreprises occidentales aujourd'hui de jouir immensement de nos richesses et de nos ressources. Alors notre démarche, c'est que Alassane Dramane Ouattara devait commencer par retirer son pays de tous ces instruments, de tous ces groupements, de toutes ces familles, je dirais, financières internationales, de l'oligarchie financière internationale, pour permettre l'harmonisation des politiques et de mécanismes qui permettront et qui supporteront
la mise en place de ces monnaies. Vous savez déjà que le Ghana est en train de claquer la porte en posant des conditions, ou le Nigeria, qu'il faudrait d'abord que les pays francophones se détachent de cette subordination ou de cette attache à la France pour permettre la planification d'une politique commune et de mise en place de la création d'une monnaie. Or, le Nigeria lui-même ou les Ghana sont subordonnés par rapport aux banques, si j'ose dire, britanniques, par rapport aux mécanismes qui ont été placés, comme la République démocratique du Congo qui n'a pas les francs CFA, mais qui est subordonnée par rapport aux banques belges du commerce pour créer sa monnaie ou trouver la liquidité monétaire. Donc, il s'est fait que les mécanismes et les instruments qui sont mis en place, c'est ça qui pose problème. Et c'est là qu'il faut commencer. C'est la raison pour laquelle notre combat, je vous le disais, a toujours été différent des approches que nous avions menées jusque-là par rapport à différentes personnes qui mènent ces combats sur la lutte, pour l'abolition du franc CFA. La raison pour laquelle, mais vous avez compris, sur notre manifeste, il est bien écrit au point 7, la suppression de la zone franc, ce qui intègre la monnaie comorienne, ce qui intègre même ces zones-là de francs congolais et de tout autre, ce qui intègre même le mécanisme dans lequel est subordonné les Naira du Nigeria et le shilling du Ghana. Donc ce sont des mécanismes, des politiques et des procédés qui sont mis en place que nous combattons a fortiori. Mais ce n'est pas les symboles de billets ou de la monnaie qui en soit en découlent des politiques, des mécanismes, des circuits qui sont mis en place, qui permettent à ces nations-là d'avoir la même mise sur les richesses et les politiques financières et les options, je dirais, financières comme orientation économique de notre mère patrie, l'Afrique. Bon, alors, en Afrique du Sud, Malema et l'institution aussi du président Zuma, aujourd'hui se redessine une nouvelle politique qui veut la restitution des terres aux autochtones et de l'autre côté qui promettent la guerre en Afrique du Sud. Qu'en pensez-vous? Mon premier regret, c'est que le peuple sud-africain et la classe politique sud-africaine est en train de maintenir Nelson Mandela comme un héros et un mythe, en n'étant pas capable d'accéder et de faire mieux que Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait son pouvoir, son mandat, et il est parti. Et pourquoi Thabo Mbeki en a été incapable? Pourquoi Jacob Zuma en a été incapable? C'est ça, c'est là où je suis en train de pleurer. Ça démontre encore l'immaturité politique de la classe politique sud-africaine et africaine de manière générale. Quant à mon cher ami et camarade Julius Malema, que je profite de saluer, et je pense que, comme convenu, je serai en Afrique du Sud d'ici peu pour continuer à harmoniser ses points de vue sur cette question. D'ailleurs, dans notre manifeste, il est dit clairement qu'il faut récupérer aux Békés, qui sont aux Antilles, aux Caraïbes, aux grands Antilles et aux Caraïbes, la terre, pour les redonner aux Noirs. Il faut récupérer aux colons qui sont en Haïti, la terre. Il faut récupérer aux colons, descendants des Portugais qui sont au Brésil, la terre, et les redonner aux autochtones. Il faut récupérer aux riches et richissimes et barons américains, européens, c'est-à-dire devenus américains, la terre pour les rendre aux Indiens. Il faut récupérer aux Israéliens la terre, les rendre aux autochtones et aux peuples autochtones qui sont là. Il faut récupérer aux Maghrébins, aux familles arabes venues au Maroc, en Mauritanie, au Soudan, les terres des autochtones noirs. Et il faut récupérer aux Boers et à tous les colons les terres au Sénégal, au Congo, en Afrique du Sud, au Botswana, pour les rendre aux autochtones. La terre, pour nous, est sacrée. C'est le reposoir de nos ancêtres. Et ces terres-là doivent être rendues. Et vous imaginez les conflits justement qui vont en découler? Nous allons en guerre, s'il le faudra. Et je suis prêt à m'inscrire comme la première recrue de cette armée panafricaine qui ira en Afrique du Sud pour combattre. Ne craignez rien et ne reculez pas face à ces intimidations. C'est notre droit inaliénable. Et c'est notre richesse et notre patrimoine pour lequel nous sommes prêts à mourir jusqu'au dernier. Nous allons récupérer des terres en Zambie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Botswana, en Malawi, partout. Comme je vous ai dit, jusqu'aux Antilles, c'est-à-dire que les autochtones doivent récupérer leurs terres. En Australie, il faut récupérer la terre d'Australie et les rendre aux autochtones. Au Canada, il faut récupérer la terre et les rendre aux autochtones. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans un monde où les gens se permettent le luxe d'aller créer des structures étatiques, économiques, sécuritaires dans des terres qui ne les appartiennent pas. C'est ouvrir la porte à tous ces crimes abominables dans lesquels nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et j'ai dit à mon ami et frère camarade Julius Malema que toute la jeunesse unie, digne et courageuse de l'Afrique est avec vous. Et comme nous nous sommes convenus, nous continuerons ces combats jusqu'à la libération effective et totale. Alors, pour finir sur le plan de l'actualité, on va chuter sur la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est en train de vivre une situation assez chaotique. Mais de votre jeunesse, vous avez milité au sein de l'UDPS, ce parti mythique connu par tous les Congolais.
et qui vient d'élire il y a 2 jours là, Félix Tshisekedi à la direction de ces partis. Quel est votre sentiment et votre analyse d'une manière générale par rapport à la République démocratique du Congo? D'abord, parlant de l'UDPS, l'UDPS, ces partis-là s'appellent Union pour la démocratie et le progrès social. Élire Félix Tshisekedi, je m'étonne que les gens, les cadres de l'UDPS ou les militants et les sympathisants de l'UDPS font de ça un cheval de bataille. Ils ne peuvent pas faire de ça un cheval de bataille. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est un parti démocratique. Normalement, dans l'UDPS, on devait voir ce genre d'exercice tout le temps. Donc si aujourd'hui ils font de ça un cheval de bataille, je pense qu'ils sont descendus trop bas. Par ailleurs, tout en saluant l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de ces partis, je constate quand même c'est une élection muselée. Parce qu'il a fallu vider l'UDPS de tout son sens et de tous ses cadres après la mort de Etienne Tshisekedi Wamulumba pour permettre à la branche Loubilange, qui depuis lors et depuis fort longtemps est en train de combattre pour récupérer ses partis, d'élire, comme bon le semble, était Félix Tshisekedi. Mais par ailleurs, je salue cet exercice et je salue son élection à la tête de ces partis. Et en plus, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, je pense que ce pays est en train de vivre une situation dramatique, chaotique, lamentable et déplorable. Et aujourd'hui, j'ai pleuré. Mais ces pleurs-là m'ont permis aujourd'hui de me mettre debout. C'est la raison pour laquelle je vous disais que la libération de notre mère patrie, l'Afrique, commencera avec l'autodétermination politique, administrative et économique. Et cette autodétermination politique, administrative et économique ne passera qu'en République démocratique du Congo. D'abord, par la République démocratique du Congo. Parce que c'est là que tout va se jouer. Et parlant de la situation politique de la République démocratique du Congo, on voit que Joseph Kabila est dans la manœuvre. Joseph Kabila, je m'étonne et je regrette fortement que ce jeune garçon de 29 ans qui est devenu président de la République n'a pas su insuffler à son peuple et à sa jeunesse un dynamisme qui aurait permis à la jeunesse de la République démocratique du Congo d'être aujourd'hui le fer de lance pour la reconquête économique de l'Afrique, en passant par cette jeunesse-là, d'être aujourd'hui celui qui aurait impulsé ce qu'il appelait lui-même la révolution de la modernité pour permettre aux énergies, aux intelligences jeunes de la République démocratique du Congo d'avoir aujourd'hui une place prépondérante comme l'ont le jeune indien, comme l'ont le jeune chinois sur l'échiquier, par exemple, du monde de la technologie, d'autant plus que la République démocratique du Congo regorge énormément de... Je n'ai pas compris comment ce jeune n'a pas su propulser la République démocratique du Congo pour permettre à qui des droits, c'est-à-dire à la République démocratique du Congo, de siéger parmi les pays les plus industrialisés du monde. Le G8 est devenir Genève parce qu'il est la source de cette industrialisation et de cette industrie et des matières qui produisent ces industries-là. Donc, je n'ai pas compris cet échec lamentable de Joseph Kabila. Mais je voudrais dire ceci, Joseph Kabila n'est pas un diable, n'est pas un démon, comme on veut nous le faire comprendre. Joseph Kabila est un Congolais qui a échoué, lamentablement échoué. Joseph Kabila est un Africain qui n'a pas été capable de marcher dans son temps, de comprendre quelle heure était venue aujourd'hui pour les dirigeants africains d'être des exemples à propulser la réussite de leur jeunesse sur tous les plans. Joseph Kabila a échoué. Quand Joseph Kabila a échoué, il s'est fait que toute la classe politique congolaise a échoué parce que le malheur qu'a la République démocratique du Congo, parce que la classe politique congolaise est une classe politique sans conviction, sans idées, sans marche, sans boussole. Raison pour laquelle j'ai parlé là de la boussole. C'est-à-dire c'est une classe politique épileptique qui réagit, qui fait de la réaction, qui fait des crises à forte convulsion épileptique en politique et qui leur empêche d'avoir la lucidité qu'il faut pour pouvoir aller dans ce sens-là. Alors, tu verras que Vital Kamerhe a été celui qui, d'un côté comme de l'autre, avait l'incapacité totale de pouvoir avoir une position claire quand il s'agissait des questions de la République démocratique du Congo pour apaiser les climats politiques. Tout ce qu'il faisait, c'est de chercher à maintenir Kabila au pouvoir. Vous remarquerez que Félix Tshisekedi n'a pas la carrure qu'il faut pour être, si vous voulez, le conducteur du leadership de la République démocratique du Congo, pour être capable de permettre à ces beaux pays de basculer vers un nouvel ère. Parce qu'il est emprunt et imprégné, si vous voulez, d'une fébrilité mentale qui l'empêche, évidemment, de faire face aux situations les plus difficiles, comme l'ont fait les pères fondateurs de l'UDPS, les parlementaires de l'UDPS, face à des situations difficiles, ils ont marqué la différence. Vous remarquerez que tout le reste, pour ne pas citer tous leurs noms, qu'il y a une absence totale de volonté politique d'abord, mais aussi des convictions et des boussoles qui les auraient permis d'avoir une ligne de conduite. Vous le remarquerez dans le sens où on arrive à un moment, oh non, il faut accepter simplement que Kabila fasse une année. Oh non, il faut accepter. Ils acceptent des accommodements, des accointances, alors que quand on a une conviction, on mène un combat pour un changement profond jusqu'à ce que ces idéaux
que l'on porte puisse aboutir. Et c'est ça le malheur de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons commencer un travail colossal pour commencer à permettre à notre chère et mère patrie l'Afrique d'accéder à l'autodétermination politique, administrative et économique. Ce qui dit que nous allons maintenant nous occuper de la République démocratique du Congo. Justement parce qu'on vous a beaucoup reproché de ne pas vous occuper du Congo, mais de vous occuper de l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez là justement à dire pour rassurer ou bien expliquer ces points de vue par rapport à... M'occuper de l'Afrique, c'est m'occuper de la République démocratique du Congo. Ce qui dit aussi m'occuper de la République démocratique du Congo, c'est m'occuper de l'Afrique, parce que le président Kwame Nkrumah disait que seul avec la République démocratique du Congo, nous serons capables de faire de l'Afrique une puissance économique. Le président, Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Aimé Césaire disait que la révolution de l'homme noir et de l'Afrique commencera en République démocratique du Congo et par la femme congolaise. Ceci étant dit, toutes les portes et tous les atouts sont là. Makuko Matatu Malambi le Congo. Et ces trois noms-là, et ces trois piliers de Kwame Nkrumah, Frantz Fanon et Aimé Césaire, qui ne sont pas de moindres panafricains, démontrent que la République démocratique du Congo reste le socle. D'ailleurs, sur le plan culturel, le professeur Cheikh Anta Diop n'a pas manqué de démontrer l'origine Wolof des Égyptiens anciens et en reliant les Wolof après avec le Congo d'aujourd'hui. Donc tous les travaux du professeur Cheikh Anta Diop sont connus d'aujourd'hui. Alors, je voudrais dire ceci, que notre stratégie était de préparer un terrain sur l'échiquier panafricain parce qu'il aurait fallu permettre à la jeunesse africaine et au peuple africain de comprendre la nécessité, la démarche et les rôles prépondérants que doit jouer la République démocratique du Congo en Afrique. Quand vous êtes un responsable d'une famille, vous devez vous occuper de tous les enfants de la famille, non seulement des enfants qui sont nés de votre femme. Et c'est cette responsabilité. Patrice Lumumba disait que le Congo n'est pas grand, mais demande de nous la grandeur. C'est cet esprit de grandeur qui m'a poussé d'aller plus loin sur l'échiquier africain, sur l'échiquier, disons, panafricain et international. Mais ne vous leurrez pas, mon regard, mon intention, mes pensées sont avec cette jeunesse de la République démocratique du Congo et ces femmes qui sont en train aujourd'hui de pleurer, dont le cri de leurs pleurs m'a encore réveillé de nouveau. Alors vous vous rappelez du combat que nous avions mené en 2011 et cette fois-ci, l'UDC avec sa lance politique que vous connaîtrez d'ici peu là, sera en République démocratique du Congo justement pour un engagement clair, économique, administratif et politique. Nous vous remercions et je pense que nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous.